Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Nous ouvrons ce jour un débat en sursis. Nous ne connaissons pas tous les passages du film, mais nous en connaissons malheureusement peut-être déjà la fin. Vous faites régner sur cette discussion budgétaire l'épée de Damoclès du 49.3. Bien sûr, vous cherchez déjà à en faire porter la responsabilité sur vos oppositions. On connaît la technique et on ne peut pas dire que vous l'exercez avec beaucoup de subtilité. Mais la réalité, c'est que votre nouvelle méthode de concertation s'est révélée pour ce qu'elle était, une mascarade, et que vous êtes incapable de convaincre une majorité des parlementaires de soutenir vos propositions budgétaires. Face à cette situation, une question se pose. Allez-vous enfin écouter vos oppositions ou allez-vous passer en force? Peut-on savoir, messieurs les ministres, si le débat que nous avons engagé ira jusqu'à son terme ou si ce que nous engageons est une simple comédie avant que le couperet ne tombe? En tout état de cause, nous vous mettons en alerte. Si vous deviez en passer par cette forfaiture démocratique, vous en porteriez seul la responsabilité. Et chacun, ici sur ces bancs, devra prendre position, résister ou accepter docilement le mépris de la représentation populaire, résister ou accepter un budget bien éloigné de la réalité sociale et écologique du pays. En ce qui nous concerne, nous sommes clairs. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour empêcher cette brutalité démocratique. Chers collègues, le texte budgétaire que nous examinons peut se résumer en une formule simple. Des cadeaux pour les grandes entreprises et les ultra-riches, de la sueur et des larmes pour le peuple français. Votre budget prévoit en effet de poursuivre la politique de baisse des impôts de production qui n'a pourtant jamais démontré ses résultats. Vous avez déjà, dans la mandature précédente, transformé le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE, en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs. Le rapport publié par France Stratégie à ce propos de ce dispositif est édifiant. On nous avait promis en grande pompe la création d'1 million d'emplois. Je me rappelle certains qui arboraient un badge sur les plateaux de télévision. 100 000 seulement ont été créés pour un manque à gagner pour le budget de l'État de 20 milliards d'euros chaque année. 200 000 euros de subventions annuelles par emploi. Il fallait y penser. Chapeau, messieurs les ministres. Mais vous persistez aujourd'hui dans l'erreur. Cette fois, c'est la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, qui est à l'ordre du jour. C'est 8 milliards d'euros supplémentaires de ressources en moins sur 2 ans, dont le coût sera assumé en grande partie par des collectivités territoriales déjà à bout de souffle. Vous nous cachez à nouveau, comme vous en avez l'habitude, vous vous cachez à nouveau derrière les intérêts des petites entreprises pour justifier les cadeaux faits aux plus grosses. Pour vous, peu importe que les 2/3 de la suppression de la CVAE profiteront aux 10 000 entreprises les plus grandes. Peu importe que les secteurs les plus polluants de la société en soient les grands bénéficiaires. Peu importe que la baisse de 50% de la CVAE décidée en 2021 pour un coût de 10 milliards d'euros n'ait toujours pas démontré son efficacité. J'ai entendu tout à l'heure, monsieur le ministre Le Maire, il est parti, mais vous lui répéterez cette interpellation, que vous cherchiez 7 milliards pour financer les mesures votées en commission par les oppositions. Vous pouvez déjà en trouver 8 en renonçant à la suppression de la CVAE. Mais en réalité, les faits vous importent peu. Seule l'idéologie guide votre politique économique. Il serait impossible sinon de comprendre pourquoi vous vous entêtez à protéger les profits exceptionnels réalisés pendant la crise. Comment le comprendre autrement? Comment trouver normal que le pays soit confronté à d'immenses difficultés en raison de l'explosion des prix, mais qu'aucun effort ne soit demandé aux profiteurs de crise? Comment accepter que le patron de l'entreprise CMA-CGM gagne 30 milliards d'euros en 1 an, quand des millions de Français ont vu leur pouvoir d'achat chuter? Comment ne rien faire face à l'extrême concentration de la richesse qui voit 5 milliardaires posséder en France autant de richesses que 27 millions de citoyens? Comment admettre que le versement des dividendes ait atteint en France un record historique de 44 milliards d'euros en progression de 33% au 2e trimestre de l'année 2022? Comment ne pas agir
tout simplement face à tant d'injustices. Total Énergie est un exemple, effectivement, Monsieur Attal, emblématique de cette injustice. Le groupe a enregistré au premier semestre 2022 un résultat net de 18,3 milliards d'euros. C'est 3 fois plus que l'année précédente à la même époque. À ce rythme, les profits annuels du groupe pourraient doubler par rapport à l'année dernière. Et il y a 2 semaines, Total annonçait un acompte sur dividendes exceptionnel de 2,62 milliards d'euros pour ses actionnaires. Par contre, les salariés, eux, n'auraient pas le droit à une augmentation de salaire au moins égale à l'inflation. C'est un pur scandale. Et tout à votre volonté de protection de ces grandes multinationales, vous cherchez déjà, vous l'avez fait à l'instant dans l'hémicycle, à rendre responsables les salariés des raffineries, des fermetures de stations-service. J'ai même entendu une porte-parole de la majorité parler de grève préventive. Mais quel mensonge! C'est le groupe qui a refusé jusqu'à hier d'ouvrir des négociations salariales pourtant légitimes avant le 15 novembre. Et le patron de Total, lui, n'a pas attendu le 15 novembre pour augmenter sa rémunération de plus de 50%. Voilà dans quelle situation on met le pays, dans ces situations de pénurie, dans ces situations de blocage. Voilà dans quelle situation on met le pays quand on laisse les multinationales faire la pluie et le beau temps comme vous le faites. À quel moment, messieurs les ministres, à quel moment allez-vous enfin taper du poing sur la table pour demander et exiger de la direction de Total qu'elle cède enfin aux revendications salariales légitimes qui sont exprimées par les salariés? Après avoir nié l'existence même de ces super profits, Monsieur le ministre Bruno Le Maire s'est donc finalement rallié à la proposition de la Commission européenne d'une contribution des entreprises du secteur de l'énergie et des combustibles fossiles. C'est une première étape. Elle aura au moins permis de confirmer l'aptitude du ministre au retournement de veste, comme on l'avait déjà observé d'ailleurs lors de la campagne présidentielle de 2017. Mais elle est très largement insuffisante. Elle ne concerne pas l'ensemble des entreprises qui profitent de la crise et qui ont été mis d'ailleurs à contribution dans un certain nombre d'autres pays européens. La décision prise à l'échelle européenne, quand on l'étudie en détail, laisse d'ailleurs aux États membres la faculté d'adopter des mesures complémentaires à l'instrument européen. Ainsi, la Belgique a annoncé la semaine dernière la mise en place d'une contribution nationale supplémentaire dont le montant, la recette est évaluée selon les premières estimations à près de 5 milliards d'euros pour les années 2022 et 2023. La mise en place d'une taxation nationale sur les superprofits est donc possible. Elle est même indispensable si l'on veut taxer l'ensemble des entreprises qui ont engrangé des superprofits tels que le secteur du transport maritime, le secteur bancaire ou le secteur de la grande distribution qui sont exclus du dispositif européen. Contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le ministre Attal, nous avons d'ailleurs sur ce point formulé des propositions extrêmement concrètes qui permettraient de générer près de 20 milliards de recettes supplémentaires pour les finances publiques. Ces recettes permettraient de financer davantage de mesures de soutien vers les ménages, vers les petites et moyennes entreprises, vers les collectivités. Et cette mesure permettrait effectivement également d'investir pour la transition écologique. Mais vous la refusez à nouveau. C'est vous le camp du blocage et du refus de manière incompréhensible et dogmatique. Dans ce projet de loi budgétaire, vous choisissez donc de réduire les ressources de l'État en distribuant de nouveaux cadeaux aux entreprises. Et dans le même temps, vous refusez de mettre en place des ressources supplémentaires. Une taxe sur les superprofits, pas question. Une réforme fiscale permettant une juste contribution à proportion des revenus de chacun, certainement pas. Le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, dont la suppression n'a eu aucun des résultats escomptés, toujours pas. À chacune de ces propositions, vous avez la même réponse. Vous répondez avec la mauvaise foi extraordinaire qui vous caractérise que les Français ne veulent pas de nouvelles taxes, comme si nous proposions d'augmenter la fiscalité de tous les Français. Il vous reste, messieurs les ministres, à comprendre qu'augmenter la fiscalité des plus riches et renforcer la progressivité de l'impôt, c'est à la fois générer des ressources fiscales supplémentaires et à la fois baisser l'imposition d'une grande partie des Français. La réforme fiscale que nous vous proposons permettrait ainsi de générer 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires tout en baissant ou en maintenant les impôts de 92% des Françaises et des Français. Les Français d'ailleurs l'ont bien compris. 70% d'entre eux, quand on les interroge, sont favorables au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. La vérité, messieurs les ministres, ce n'est pas que vous protégez les Français de la pression fiscale, c'est que vous voulez protéger les plus riches en faisant peser les impôts sur le plus grand nombre.
Et quand vous vous asseyez, et que vous vous asseyez ainsi sur des dizaines de milliards d'euros, pourtant disponibles pour un budget à la hauteur des urgences sociales et climatiques. Votre démarche est donc celle de l'appauvrissement de l'État. Vous le contestez, mais les chiffres sont têtus. Vous préparez la pire cure d'austérité que notre pays n'ait jamais connue. Vous affichez une progression en volume des dépenses publiques de 0,6% par an en moyenne, là où le niveau de croissance tendancielle est de 1,35%. Vous maintenez donc la hausse de la dépense publique en sous-régime par rapport à ce qu'elle devrait être pour satisfaire les besoins essentiels du pays. Le Haut Conseil pour les finances publiques, qui n'est pas un repère de la France insoumise, auditionné en commission des finances la semaine dernière, parlait d'ailleurs à propos de la loi de programmation des finances publiques d'une contraction inédite des dépenses publiques. Et comme j'ai entendu, c'est faux. Je vous montre le graphique produit par le haut-commissaire, M. Moscovici, et qui démontre bien ce que je suis en train de vous dire. Et le mot inédit est marqué ici. Comment accepter une telle cure d'austérité alors que tout le pays nous remonte des témoignages édifiants sur la situation de nos écoles, sur la situation de nos hôpitaux et sur la situation de nos services publics en général? Allez-vous assumer devant les Français le gel du point d'indice des fonctionnaires que vous prévoyez pour les 5 prochaines années dans votre loi de programmation des finances publiques? Comment préparer de cette manière la bifurcation écologique indispensable pour amener notre modèle de production et de consommation dans les limites planétaires? En vérité, par vos choix budgétaires, vous avez décidé de faire payer la facture de la crise au peuple. Déjà submergés par l'explosion des prix, les ménages devront encaisser une hausse supplémentaire du coût de l'énergie de 15% et la fin de la remise exceptionnelle sur le prix du carburant dès le mois de janvier. Les collectivités territoriales, notamment les communes, sont étouffées. L'explosion des factures de fluides les met dans une situation impossible. Comment résister quand la facture d'électricité est multipliée par 32, comme c'est le cas dans certaines communes? Face à cette situation, vous n'avez rien de mieux à proposer que de mettre des cols roulés et d'éteindre le Wi-Fi. Vous refusez de mettre à contribution les multinationales de l'énergie en bloquant temporairement les prix de l'énergie et des carburants, comme vous avez pourtant réussi à le faire sur le gel hydroalcoolique au cours de l'année 2020. Et donc oui, c'est possible de le faire, d'alléger la charge des Françaises et des Français en mettant à contribution les marges des multinationales pour bloquer les prix du carburant, les prix de l'électricité, les prix du gaz et les prix d'un certain nombre de produits alimentaires. Mais avec vous, c'est toujours la même recette. Les efforts pour les petits et les profits pour les puissants. Nous ne vous laisserons pas faire. Nous serons, messieurs les ministres, une opposition résolue à votre politique. Je crois que vous l'avez vu et je veux préciser auprès de mes collègues que quand on dépose une motion de rejet, la différence avec l'utilisation d'un article 49.3, c'est que sur la motion de rejet, chacune et chacun d'entre vous va voter sur le sujet. Et je veux préciser auprès de nos collègues qui nous font un chantage sur l'idée que si nous ne votons pas ce budget, il n'y aura pas de budget. Je veux les rassurer. Si nous ne votons pas ce budget demain, il y aura un nouveau texte. Et ce nouveau texte, il sera discuté. Et le gouvernement sera obligé d'écouter davantage ses oppositions. Et bien évidemment que nous aurons un budget à la fin. Bref, nous ne vous laisserons pas faire. Nous serons bien sûr cette opposition résolue à votre politique, mais nous serons aussi cette force d'alternative dont les Français ont besoin. Car oui, les Français, la France n'est pas condamnée à la maltraitance sociale et à l'inaction climatique et environnementale. Et nous assumons de vous dire que nous le ferons, oui, ici, bien évidemment, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, dans le débat parlementaire, au sein des commissions, comme ici, au sein de l'hémicycle, mais que nous le ferons aussi dans la rue, sur les piquets de grève, Monsieur Attal, dans les manifestations, auprès des salariés qui se battent pour améliorer leurs conditions de vie, auprès des salariés qui demandent tout simplement que leur travail soit reconnu à leur juste valeur. Oui, chers collègues, nous le ferons partout. Nous le ferons partout où c'est possible, ici à l'Assemblée nationale comme dans la rue. Oui, chers collègues, bien évidemment, un autre budget est possible, un autre monde est possible, et nous marcherons pour qu'il advienne ce dimanche 16 octobre. Je vous remercie.